19h45, la barrière info soir, monsieur Damba, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 23 juin 2021. L'appel du gouvernement aux déplacés de DIFA de retourner dans leur localité en prenant l'engagement de les sécuriser n'a pas laissé indifférents les acteurs de la société civile. Moussa Tchangari salue cette décision du gouvernement. C'est vraiment une bonne décision parce que cela correspond aussi à une demande de concernés eux-mêmes. En tout cas en ce qui concerne la région de Difa, je sais que depuis très longtemps, les personnes déplacées ont exprimé le souhait de pouvoir retourner dans leur localité. D'autant plus que, comme vous le savez, certains d'entre eux, en réalité, c'est le gouvernement qui les a fait déplacer. Parce qu'en mai 2015, le gouvernement avait donné l'ordre d'évacuation des îles et villages du lac Tchad. Donc beaucoup de gens ont dû quitter précipitamment, pensant même que ça n'allait peut-être pas durer. Et cette affaire dure depuis pratiquement 6 ans. Donc les gens sont fatigués, ils sont dans des endroits qui ne sont pas chez eux, ils n'ont pas de champs, ils n'ont pas d'activité, parce que aussi les mesures d'état d'urgence ont visé à interdire aux gens l'exercice de certaines activités. Ils sont des éleveurs, ils sont des agriculteurs, ils sont des commerçants, ils sont des pêcheurs. Ces activités avaient été délibérément attravées par l'État. Et donc, on les a rendus dépendants de l'aide de la communauté internationale. Pour des gens qui sont habitués à se prendre eux-mêmes en charge, qui savent qu'à côté d'eux, il y a des ressources importantes qui peuvent être exploitées, l'air terre, le pâturage, l'eau, les ressources halieutiques, pour eux, ce n'était pas acceptable. Donc beaucoup ne sont pas retournés dans leur village parce que si ils retournent, c'est vrai, il y a les groupes armés, mais les gens craignaient également d'être cibles aussi des forces régulières, des forces de l'État même. Voilà pourquoi les gens ne sont pas retournés. Aujourd'hui, le gouvernement a compris qu'en fait, il faut retourner les gens chez eux, là où ils étaient, et il faut créer un minimum de conditions. Donc cette décision est une décision salutaire, parce que selon ce que, en tout cas, on a entendu, et les discours du président Bazoum sont plus ou moins clairs sur là-dessus. Il entend créer des conditions d'une sécurisation des populations. Ils entendent mettre en œuvre des programmes pour les appuyer à reconstruire leur habitat, etc. et à amener les services publics, etc. Vu sous cet angle-là, c'est une très bonne chose. C'est mieux que de laisser les gens dans les conditions actuelles et ils vont dépendre des choses et ils vont s'accoutumer à la dépendance vis-à-vis de ce que quelqu'un peut leur amener. Donc de ce point de vue, moi, en tout cas, je me félicite vraiment de cette décision et j'exprime le souhait que le gouvernement et le président lui-même tiennent vraiment les engagements, les promesses. La salle de banquet du Centre international de conférence Mahatma Gandhi a servi de cadre ce matin au lancement officiel du projet Adalchi de l'USAID pour la promotion des droits de l'homme et l'accès à la justice au Niger. Ce projet mis en œuvre par Church Common Ground en partenariat avec l'association des barreaux américains et Pacte est financé par l'USAID pour la période de septembre 2020 à septembre 2024. Le résumé, c'est avec Adam Soumana et Chebou Gisso. La présente rencontre marque le lancement officiel des activités sur le droit de l'homme et l'accès à la justice qui se veut un projet dénommé Adalchi, dont Search for Common Ground est porteur. Une organisation qui a fait l'objet d'une belle présentation à l'assistance par son responsable au titre de l'Afrique de l'Ouest à cette occasion. Search for Common Ground est la plus grande organisation de promotion de la cohésion sociale et de la paix dans le monde. Créée en 1982, cette organisation travaille à transformer la manière dont le monde aborde les conflits, faire en sorte que les parties impliquées s'éloignent des approches confrontationnelles pour privilégier le dialogue, la collaboration. L'extrémisme violent impacte durement les 3 régions cibles du projet, que sont Difa, Tawa et Tillabéri. Nous sommes convaincus que le manque d'accès à la justice est l'un des facteurs qui amène aux conflits violents, qui amène beaucoup
qui ressentent des frustrations à rejoindre les rangs des groupes extrémistes dans les communautés vulnérables. Ce projet du gouvernement américain vise à améliorer la justice au Niger, n'a pas manqué de souligner le diplomate américain à cette cérémonie. Adalci a été conçu pour réduire la vulnérabilité des populations à l'extrémisme violent dans les zones sujettes au conflit de Tillabéri, Tawa et Difa. L'activité d'Adalci s'articule autour de 3 axes principaux au regard du rôle crucial de jouer les autorités coutumières au Niger dans la résolution des conflits et les systèmes de médiation au niveau local. Le projet Adalci renforcera le mécanisme de résolution traditionnel et aidera les chefs traditionnels à résoudre les différends au sein des communautés et entre elles et les reliera au système judiciaire officiel. Renforcer le mécanisme judiciaire officiel, l'infrastructure judiciaire doit être améliorée et la population de zones rurales vulnérables doivent pouvoir y accéder. Il aiderait les citoyens à naviguer et accéder au système de justice formelle pour résoudre leurs différends ou faire valoir leurs droits. Il soutiendra également l'extension du système de justice formelle dans les régions cibles afin d'améliorer la gestion des affaires, les centres régionaux de justice et les cliniques mobiles d'aide juridique. Enfin, l'activité Adalci portera sur la violation des droits humains liés à l'extrémisme violent. Procédant au lancement officiel du projet Adalci, le ministre de la Justice a pour sa part indiqué qu'il cadre avec la politique nationale de justice et des droits humains. Le projet Adalci, ou impartialité à langue Hausa, entend contribuer à renforcer les voies de justice pour réduire la vulnérabilité à l'extrémisme violent en améliorant les outils permettant de traiter les griefs fondamentaux qui alimentent l'extrémisme dans les 3 principaux foyers d'instabilité de notre pays, dans la mise en œuvre de la politique nationale de justice et droits humains et son plan d'action décennal 2016-2025. Le ministère de la Justice a défini et adopté un certain nombre de stratégies, de plans d'action et de programmes, au titre desquels le programme Appui à la justice, page 2, et le programme d'appui à la justice et à la sécurité au Niger, AJISEN, en vue de promouvoir l'accès à la justice, c'est-à-dire rapprocher la justice du justiciable. Notant que le projet Adalci a une durée de vie de 4 ans s'étalant de septembre 2020 à septembre 2024 et il comprend 4 phases, à savoir le démarrage, le projet pilote, la mise à l'échelle et la capitalisation. Établissement des relations diplomatiques entre la République du Turkménistan et la République du Niger. La signature de ces partenariats s'est tenue hier à New York aux États-Unis, entre l'ambassadeur des 2 pays, Ismaël Moumouni. Raffermir les liens diplomatiques, voilà pourquoi l'État du Niger et l'État du Turkménistan ont signé à New York le communiqué sur l'établissement des relations entre les 2 nations. Ainsi, à travers cette signature, les 2 nations s'engagent à une franche collaboration, et cela dans l'intérêt de leur peuple. Il faut aussi le rappeler, le Turkménistan est aussi appelé Turkménie. Il est situé dans l'Asie centrale avec une superficie de 488 100 km² et compte une population estimée à 5 942 089 habitants. Petit pays en termes de superficie par rapport au Niger, mais riche en termes de ressources, car le Turkménistan dispose de 9,3% des réserves de gaz prouvées au monde, 4e derrière l'Iran, la Russie et le Qatar. Le pétrole représente 60% des exportations de ce pays, qui occupe la 10e place de production mondiale de coton. En signant ce partenariat, l'ambassadrice du Turkménistan dit qu'elle n'est pas étrangère au Niger pour avoir séjourné en 1988 dans le cadre d'une visite au cours de laquelle elle s'est déplacée de Niamey à Difa par voie terrestre.
Prévues pour se tenir le 22 juin dernier, les épreuves du BPC session 2021 ont été reportées jusqu'au 6 juillet 2021. À ces propos, suivant la réaction du syndicat national de l'enseignement du Niger, SNEN, Issoufou Arzika Nanizé, secrétaire général du dit syndicat. Le report des examens fait partie aussi de la vie des examens. Ce n'est pas au fait un problème de reporter. Nous pensons que s'il est nécessaire de reporter pour bien organiser, il vaut mieux reporter et bien organiser que de le faire et de bâcler les examens, parce que nous allons encore revenir, nous les mêmes acteurs, et pour festiger quand même la mauvaise organisation de ces examens. Donc le report en lui-même n'est pas un problème. Maintenant, quelles sont les raisons du report? C'est un peu ça qui reste flou. Ce sont ces raisons-là qui n'ont pas été assez étayées par, en tout cas, la communication officielle. On a parlé de défense technique. Or, dans défense technique, on peut mettre beaucoup de choses. Moi, je crois que si l'on n'est pas prêt, on peut bel et bien dire de se donner un peu de temps et pour que, en effet, techniquement, on puisse être en mesure d'organiser des examens propres et des examens objectifs aussi et dans des conditions acceptables. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ça. Ce que nous n'apprécions pas, c'est la communication qui reste un peu en pointillé et qui refuse d'aller véritablement dans les détails, ce qui donne droit à des spéculations et même à des extrapolations. Et je parle encore au conditionnel parce que nous n'avons aucune communication officielle qui nous confirme qu'il y a eu donc fuite. Et malgré nos investigations, nos recherches jusqu'au haut niveau, il nous a été notifié, il ne nous a été notifié aucune information relative à la fuite des examens. Et pour notre part, nous n'avons pas encore les épreuves officielles pour comparer et savoir que ces épreuves-là sont celles qui circulent. Pour le moment, en tant qu'organisation syndicale, nous n'avons pas d'épreuves pour affirmer. Et les recherches que nous avions faites, les investigations que nous avons au niveau de l'administration scolaire, je vous assure, ne nous ont pas permis de savoir qu'il y a fraude. Et le terme est revenu le même que c'est des défaillances techniques. Soit si c'est cela, alors tant mieux, bonne chance aux organisateurs et bonne chance aux syndicats, aux candidats. Mais une communication plus claire quand même est nécessaire, l'opinion y a droit, je pense. Le panier de la ménagère s'intéresse aujourd'hui aux légumes dans les différents marchés de la capitale. Des légumes dont les prix connaissent une hausse vertigineuse. Pour en savoir un peu plus, suivant ce reportage de Nafissa Touzakou et Sadou Doumi. Depuis quelques semaines, on constate sur les différents marchés de la capitale une cherté des prix des légumes, notamment la tomate fraîche, le poivron, l'oignon ou encore le piment frais. Ce problème de cherté est dû à l'importation de ces produits des pays voisins, selon les revendeurs. La tomate nous provient du Ghana et on vend la caisse à 100 000 francs. Le seau du piment frais se vend à 2 000 francs, alors qu'avant, on le paye à 400 francs. Le sac d'oignon est à 25 000 francs, la tasse à 1 500 francs. Tout est cher vraiment. albasan sakon kun zuman ta zambar guno gon se saki zo kini dai zambar hinka ni suduwa wallahi so ta samu boso zongi hin zuri goga nere zongi za mu har borgo duwa dal si dal hinka si labora ka tab kal mursa kal talkabuna tomate so ici na kadai. La tomate est plus chère que tous les légumes. C'est pourquoi ces derniers jours, je vends du moringa. C'est aussi cher, car le sac que je paie avant à 2500 francs se vend maintenant à 5000 francs. Les clients déplorent cette cherté tout en appelant les autorités à revoir les prix pour le bonheur de tous. Les légumes sont chers ces temps. L'oignon, piment, tomate, tout est cher. Nous appelons les autorités et les revendeurs à revoir les prix. Un peu cher, c'est vrai, surtout les tomates, 4 des fois 500. Je ne sais pas, moi, c'est la saison de pluie, mais quand même, ça devrait être moins cher. Alors, chères autorités, il vous revient de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la ménagère puisse remplir son panier sans difficulté.
Voilà, dans le même registre, parlons du maraîchage qui est une activité qui aujourd'hui occupe beaucoup de personnes au Niger. À Niamey, il se pratique souvent sur les rives du fleuve Niger pendant la crue. Malgré les difficultés, certains maraîchers y trouvent leur compte, suivant le reportage réalisé par le studio Kalango. Le maraîchage est une activité génératrice de revenus. À Niamey, elle est pratiquée le plus souvent pendant la décrue du fleuve Niger, moment pendant lequel les rives du fleuve sont exploitables. Hassan Soumana, ancien militaire, pratique cette activité sur son lopin de terre. hargora o kan gina ga bagumo gimeta ga bagumo asinda haifo et sont que vraiment kalleri burasugoi. Dans la plupart des cas, cette activité est pratiquée à partir de puisards qui prennent leurs sources dans le fleuve Niger. Les moyens utilisés sont le plus souvent rudimentaires et sont fabriqués de façon artisanale. Parce que sont bumbo haro bumbo ni halka banganir ko ga chanti avec des tuyaux. Or que hargora kan harogo neoda hirgudwa so essentiel bumbo. C'est des problèmes, hein. Quand on a 1000 francs, essence qui dit c'est Harry, mais c'est jusqu'à 2000 francs par jour. C'est super cool. Les maraîchers produisent une très grande quantité de tomates, de la salade, du chou, de la laitue, des oignons, pour ne citer que cela. Mais pour que cette production voie le jour, ils doivent apprendre à bien s'en occuper pour éviter les mauvaises herbes, les attaques de vers, les insectes qui peuvent nuire au développement des légumes. Herbe céleri, herbe persil, herbe citronnelle, herbe tomate, herbe aubergine. C'est les hommes qui sont candidats à Suboka. Parce que demain, Suboka, il y a un fandara à Kulgdino, Nidiola. Il y a un homme qui a un Kulkaganse. Il y a un Kulkaganse. Quand on a un Amiga Hanan. Le maraîchage constitue un tremplin au développement de beaucoup de régions au Niger. Malgré les énormes difficultés que rencontre ce secteur, il constitue une alternative pour lutter contre le chômage au Niger. Place à présent à notre rubrique chronique juridique. Cette semaine, elle s'intéresse au conseil municipal et aux maires, notamment leur mission. Le thème sera développé par Maître Alfred Emmanuel, il est juriste et également président du Raza Presse. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous allons parler des collectivités territoriales. Nous allons nous référer à la Constitution du 25 novembre 2010. C'est le titre 10 de cette Constitution qui traite des collectivités territoriales. Quand on considère l'article 164 de la Constitution du 25 novembre 2010, il dispose que les collectivités territoriales sont créées par une loi organique. Elles s'administrent librement par des conseils élus. Nous allons également nous référer, en dehors de la Constitution du 25 novembre 2010, à l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales. Donc, c'est sur ces deux textes que nous allons nous appesantir pour présenter au public le rôle ou le fonctionnement ainsi que les attributions du conseil municipal et de son organe exécutif qui est le maire. Donc, quand on se réfère à l'article 2
de l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales de la République du Niger. Alors, cet article dispose que les collectivités territoriales sont la commune et la région. Donc, nous avons deux types de collectivités territoriales. La commune, d'une part, et la région. Pour le cas de ce numéro, nous allons nous appesantir sur la commune. Alors, l'article 3 de cette même ordonnance dispose que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. C'est-à-dire, nous avons un conseil qui assure la gestion de l'entité communale. Maintenant, à la tête de ce conseil, nous avons un organe exécutif qui est le président, en l'occurrence le maire. Ce qui va nous amener à voir aujourd'hui les attributions ou, si vous voulez, comment est-ce que cette ordonnance organise ce conseil municipal, ses attributions, ainsi que celles de son président, qui est le maire. Donc, référons-nous à l'article 50 de l'ordonnance citée tantôt, l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales. Eh bien, cet article 50 dispose que le maire, président du conseil municipal, est l'organe exécutif de la commune. Mais avant de parler de cet organe exécutif, je voudrais que nous nous appesantissions sur le cas du conseil municipal. Nous allons voir la formation du conseil municipal, de qui le conseil municipal est-il composé, quelle est l'étendue des compétences du conseil municipal. Et après, nous allons voir quelles sont les compétences ou les attributions, cette fois-ci, du président du conseil municipal, qui est le maire. On va voir quelles sont les attributions du maire, quels sont les actes qu'il peut prendre, jusqu'à quelle limite, est-ce qu'il y a des cas d'incompatibilité entre ses fonctions, ainsi que certaines nominations qu'il peut avoir au niveau, est-ce qu'il peut être nommé à d'autres fonctions, etc., etc. Donc c'est un peu de ça que cette ordonnance 2010 parle dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales. Donc s'agissant du conseil municipal, l'article 23 de l'ordonnance 2010 dispose que le conseil municipal est l'organe délibérant de la commune. La durée de son mandat est de 5 ans. Mais en cas de nécessité, ce mandat peut être prolongé de 6 mois ou plus par décret pris en Conseil des ministres. Nous venons de sortir des élections. Vous avez suivi. On a assisté à l'élection des conseillers municipaux. Et déjà, je pense que vous avez vu, les conseils municipaux sont installés un peu partout dans les communes. Donc, ces conseils municipaux ont un mandat de 5 ans. Ce mandat-là peut être prorogé au terme de cet article 23 de 6 mois, mais cette fois-ci par décret pris en Conseil des ministres. Maintenant, s'agissant de la formation du conseil municipal, le conseil municipal est composé des membres élus qui ont battu campagne, qui ont été élus, et des membres de droit. Les membres élus, ce sont les conseillers qui ont pu se faire élire au sein du conseil. Maintenant, les membres élus ont la qualité et portent le titre de conseil municipal dès qu'ils ont été élus. Maintenant, les députés qui n'ont pas été élus au conseil municipal, les sultans, les chefs de province ou les chefs de groupement sont membres de droit du conseil municipal. Ce ne sont pas des membres élus, mais d'office et de droit, ils sont membres du conseil municipal. Les députés non élus au conseil municipal, les sultans, les chefs de province, les chefs de groupement, etc. Donc, ils sont membres de droit.
Et en tant que membre de droit, il ne participe pas au vote parce que le conseil municipal est appelé à prendre des délibérations. Donc, lors de ces délibérations, les membres de droit ne votent pas. Mais par contre, ils ont une voix consultative. On peut les consulter sur certaines questions. Donc, en cas d'empêchement, le sultan, le chef de province, de canton ou de groupement peut se faire représenter par un des membres de sa cour. Alors, s'agissant à présent des attributions du conseil municipal, l'article 29 de l'ordonnance 2010-54 dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Et à cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de la commune. Maintenant, on va un peu développer, expliquer un peu plus au fond ce qu'on entend par tout ceci. Donc, il exerce des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l'État. L'État peut transférer des compétences aux communes. Donc, ces compétences-là, ces communes peuvent les exercer librement. Donc, à ce titre, le conseil municipal délibère dans les domaines suivants. Premièrement, sur la politique de développement de la commune. Donc, tout ce qui concerne le développement de l'entité communale, le conseil municipal est compétent pour prendre des délibérations. Et dans cette première catégorie de compétences, il peut, par exemple, ça peut être lié au plan de développement communal et autres outils de planification. Le conseil peut prendre des délibérations sur des initiatives de soutien et de suivi de la mise en œuvre des actions de développement entreprises au sein de la commune. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la pisciculture, etc. Il peut également, ça peut concerner la préservation et la protection de l'environnement, la gestion des ressources naturelles. Le deuxième grand volet où le conseil municipal peut prendre des délibérations, il s'agit de la création et de la gestion des équipements collectifs, notamment la construction et l'entretien des écoles primaires et maternelles, la construction et l'entretien des centres de formation de l'éducation non formelle, la construction et l'entretien des courants des centres de soins de santé primaires, la construction et l'aménagement et l'entretien des fontaines et puits publics, etc. La réalisation des entretiens et gestion des parcs publics. Il y a toute une panoplie de compétences qui est reconnue au conseil. Maintenant, le troisième grand volet, il s'agit de la création des services d'intérêt communal, notamment l'organisation et la gestion des transports urbains, l'aménagement de parkings et aires de stationnement sur la voie publique, l'assistance sociale aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux orphelins, l'appui aux services financiers décentralisés. Là également, les compétences sont énormes. Le quatrième grand volet ou le quatrième grand pilier sur lequel le conseil municipal peut prendre des délibérations, il s'agit de l'hygiène publique et l'assainissement, notamment la collecte et l'évacuation et le traitement des eaux usées et des ordures ménagères, la collecte et l'évacuation des traitements des eaux pluviales, etc., etc. Le cinquième grand pilier, c'est la gestion domaniale et foncière, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc, le sixième grand volet, c'est la gestion financière de la commune, parce que c'est important. C'est pourquoi la commune a un budget propre pour assurer le fonctionnement. Donc, à ce titre, elle peut prendre des délibérations sur les budgets et comptes, la création des impôts et taxes rémunératoires conformément aux dispositions de la loi des finances, la fixation des taux des impôts et des taxes, n'est-ce pas, dans le cadre de leurs actions. Donc, vous voyez en somme, la commune a tout un volet de compétences où elle peut, ou bien c'est-à-dire le conseil municipal peut prendre des délibérations. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ces attributions du conseil municipal. Et nous le rappelons, déjà nous avons précisé que le conseil là, il a un mandat de 5 ans et que ce mandat peut être prorogé de 6 mois par décret pris en conseil des ministres. Maintenant, dans quelles conditions le mandat du conseiller peut prendre fin? Le mandat du conseiller, au terme de l'article 38, peut prendre fin soit par décès, en cas de démission volontaire, ou de la démission d'office, ou en cas de révocation. Voilà les cas dans lesquels le mandat du
conseiller peut prendre fin. Maintenant, revenons au niveau de l'organe exécutif, puisque nous avons dit que le conseil municipal, une fois installé, peut voter ou bien peut élire en son sein un président qui est le maire et qui sera l'organe exécutif du conseil municipal. Donc, s'agissant du maire, l'article 50 précisé, ou bien cité tantôt, dispose que le maire, président du conseil municipal, est l'organe exécutif de la commune. Donc, le nombre, bon, il est assisté d'un ou de 2 adjoints selon la taille de la commune. Le nombre d'adjoints au maire est fixé à 1 pour les communes dont la taille du conseil varie de 11 à 15 sièges inclus et à 2 adjoints pour la commune dont la taille est de 16 à plus. Maintenant, s'agissant de l'élection du maire, l'article 54 dispose que le maire et le ou les adjoints sont élus par le conseil municipal en son sein. C'est important de le préciser. Et le maire ainsi que ses adjoints sont élus parmi les conseillers élus titulaires d'au moins le brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent. L'élection du maire a lieu lors de la première réunion du conseil municipal. Et c'est le représentant de l'État qui convoque cette réunion. Et le représentant de l'État dresse un procès verbal de l'installation du conseil municipal. Et la réunion du conseil municipal est présidée par le conseiller le plus âgé. Il est assisté du plus jeune conseiller, sachant lire et écrire. Ce dernier assure le rôle de rapporteur. Donc voilà un peu comment se fait l'élection du maire, président du conseil municipal. Maintenant, l'une des choses qui va nous intéresser encore ici, c'est le mandat du maire. À ce sens, ou à ce titre, l'article 56 de cette ordonnance précise que le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée. Nous avons précisé que le mandat, il est de 5 ans. Donc, ils sont élus pour la même durée. Une fois élus, ils doivent avoir leur domicile dans la commune. Et le mandat du maire est renouvelable. Le maire est astreint au port des écharpes aux couleurs nationales dans les cérémonies officielles. Et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions rend nécessaire le port du signe distinctif de son autorité. Vous voyez, souvent, lors de la célébration des mariages, vous voyez les maires porter leurs écharpes ou bien lors des cérémonies. C'est cet article qui leur fait obligation de porter cette écharpe afin de distinguer ou bien de montrer l'autorité qu'ils reçoivent de par la loi. Alors, maintenant, outre les cas prévus à l'article ci-dessus, qui mettent fin au mandat du conseiller, le maire ou celui de ses adjoints, le mandat du maire peut prendre fin par démission volontaire, par démission d'office ou par révocation. Donc là, au même titre que le conseiller, là, en fait, c'est pratiquement les mêmes conditions qui s'appliquent également au maire parce qu'il fait partie également du conseil municipal. Maintenant, je voudrais ici préciser quelques incompatibilités de la fonction du maire. Il y a quelques fonctions qui sont incompatibles avec sa fonction. Et nous retrouvons cela au niveau de l'article 64, qui dispose que sont considérés comme cas d'incompatibilité avec le mandat du maire et de son adjoint les fonctions suivantes. Président et secrétaire général des institutions de la République, membre des cours et tribunaux, membre du gouvernement, préfet et gouverneur, consul et ambassadeur, membre des corps d'inspection et de contrôle de l'État et des collectivités territoriales, directeur d'une société nationale ou d'une société anonyme, directeur d'un établissement public à caractère administratif, secrétaire général et directeur d'administration centrale, secrétaire général de région et de département,
agent des forces de défense et de sécurité, chef traditionnel, employé de la commune où il exerce. Donc, ici, ce sont des cas d'incompatibilité avec la fonction du maire. Maintenant, vous pouvez avoir également des cas de fautes graves qui peuvent aussi porter préjudice à la libre, si vous voulez, jouissance du maire de ses fonctions. Là, on a toute une liste. Il s'agit par exemple du détournement des biens ou des deniers publics dûment constatés par les services compétents. Il s'agit des prêts irréguliers sur les fonds de la commune. Il s'agit de l'endettement de la commune résultant d'une faute de gestion. Il s'agit du refus de signer ou de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil municipal, etc., etc. Donc il y a toute une panoplie également d'actions qui peuvent être considérées comme des fautes graves qui peuvent être commises par le maire dans l'exercice de ses fonctions. Donc, vous voyez ici que le maire a toute une panoplie de compétences qu'il peut exercer. Maintenant, je voudrais terminer avec quelques points qui vont concerner les attributions du maire et de ses adjoints. Parce que dans le cadre de ces actions, comme au même titre que les conseils municipaux, nous avons précisé que le maire, en tant que président, peut exercer des compétences ou bien peut mettre en exécution les attributions ou bien les décisions prises par le conseil municipal. Et à ce titre, quand on regarde l'article 78, il dispose que le maire a la charge de la convocation du conseil municipal, de la bonne tenue des sessions du conseil municipal, de l'exécution des délibérations du conseil municipal, de leur publication et de leur transmission aux représentants de l'État. Ce sont les attributions du maire. Maintenant, un peu plus au fond, en sa qualité d'organe exécutif, le maire est chargé d'élaborer et mettre en œuvre le plan de développement communal. Il est chargé de préparer et exécuter le budget de la commune, dont il est l'ordonnateur. Il doit tenir les comptes de la commune. Il est également chargé de recevoir les dons et les legs acceptés par le conseil municipal. Il établit les impôts, ou bien le rôle des impôts, les taxes et les redevances. Le maire veille à leur bonne exécution. Il doit conserver et administrer les biens du domaine public et du domaine privé de la commune. Le maire met en œuvre les outils d'urbanisme. Il doit surveiller les établissements communaux, gérer le personnel de la commune, faire tenir et conserver les archives communales, négocier et signer les contrats plans État-commune, négocier et signer les accords de coopération de la commune avec d'autres collectivités et organismes nationaux et étrangers. Et enfin, il rend compte au conseil municipal. C'est très important. Donc, vous voyez, il y a également tout un éventail ici aussi de compétences dévolues au maire en tant que président du conseil municipal. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire ici sur le conseil municipal et son président, qui est le maire, sur leurs attributions, ainsi que le régime des incompatibilités qui peuvent intervenir relativement à leurs fonctions, ainsi que la durée de leur mandat. Donc, il faut retenir tout simplement que le conseil municipal est un organe prévu d'une part par le Code général des collectivités territoriales, mais aussi par la Constitution du Niger, notamment l'article 164 précité, parce que cet article parle de l'administration du territoire de la République du Niger. Et en substance, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cet article dispose que les collectivités territoriales sont créées par une loi organique et elles s'administrent librement par des conseils élus. Et c'est ce que nous venons de voir. Je vous remercie.